Allez, aujourd'hui, on se lance dans une enquête qui préoccupe pas mal de propriétaires de chiens, la dysplasie du coude. C'est un mystère assez courant, souvent un peu déroutant, mais c'est super important de le comprendre pour la santé de nos compagnons. La toute première pièce de notre puzzle, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Imaginez le tableau, un jeune chien plein de vie qui d'un coup se met à boiter. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce signe un peu inquiétant? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors voilà le programme de notre enquête. On va d'abord définir ce mystère, puis on va passer en revue nos 4 suspects principaux. Ensuite, on verra comment les vétérinaires rassemblent les preuves, on examinera le plan d'action, et enfin, on verra ce que ça implique de vivre avec ce diagnostic. Parfait, on entre dans le vif du sujet. La première étape de l'enquête, c'est de bien comprendre la nature du crime, ou plutôt de la condition, et d'identifier les profils les plus à risque. Bon, la dysplasie du coude, qu'est-ce que c'est exactement? Le truc crucial à retenir, c'est que ce n'est pas une seule maladie. En fait, c'est un terme un peu fourre-tout qui regroupe plusieurs problèmes de développement qui touchent l'articulation du coude. On pourrait dire que c'est une sorte de défaut de construction qui apparaît pendant la croissance du chiot. Et alors, qui sont les plus touchés? Eh bien, le point commun, c'est souvent la taille et la vitesse de croissance. Ce sont surtout les chiens de race moyenne à géante qui sont prédisposés. Forcément, la pression sur leurs articulations pendant cette croissance ultra rapide, c'est un facteur clé. Ok, maintenant que le décor est planté, il est temps de faire connaissance avec nos 4 suspects principaux. Chacun a sa propre manière de faire des dégâts, mais au final, le résultat est le même. Une articulation qui fait mal et qui fonctionne mal. On commence avec le suspect numéro 1, la non-union du processus Ankone. Je sais, le nom a l'air compliqué, mais en réalité, le principe est assez simple. Pour faire simple, imaginez une pièce de puzzle qui refuse de s'emboîter. C'est un peu ce qui se passe ici. Ce petit bout d'os, le processus anconéen, est censé fusionner avec l'ulna, un des os de l'avant-bras, pendant la croissance. Quand ça ne se fait pas, il reste mobile et ça crée de l'instabilité et de la douleur dans l'articulation. On passe au suspect numéro 2 et attention, celui-là c'est le plus fréquent de la bande, la maladie du processus coronoïde médial. Lui, c'est le coupable qu'on retrouve dans la grande majorité des cas. Ici, c'est une autre petite partie de l'ulna qui prend trop cher, qui subit trop de pression. Cette surcharge, à la longue, peut causer des fissures ou carrément la rupture d'un petit fragment d'os. Et ça, évidemment, c'est très douloureux. Notre troisième suspect est connu sous le nom d'ostéochondrose, ou OCD. Rien à voir, bien sûr, avec le trouble obsessionnel compulsif. Là, le problème se situe au niveau du cartilage de l'humérus, l'os du bras. En gros, il ne se transforme pas bien en os, il s'épaissit et finit par se fissurer. Parfois, un morceau se détache complètement et se balade dans l'articulation. C'est ce qu'on appelle une souris articulaire. Et ça provoque une inflammation et une douleur assez intense. Et on termine avec notre 4e et dernier suspect. Celui-ci est un peu particulier parce qu'il est très souvent la cause des 3 autres. C'est un peu le cerveau de l'opération, si on veut. L'incongruence articulaire, ça veut tout simplement dire que les os du coude ne s'emboîtent pas parfaitement. Pensez à une porte dont les gonds seraient mal alignés. À chaque fois qu'elle bouge, ça frotte et ça s'use anormalement. Eh bien, c'est pareil pour le coude. Cette mauvaise répartition des forces met une pression énorme sur certaines zones, ce qui peut mener à la fracture du coronoïde ou empêcher le processus anconé de fusionner correctement. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des suspects, voyons comment les vétérinaires mènent l'enquête pour savoir qui est le coupable. Et il faut savoir qu'un chien peut très bien avoir plusieurs de ces problèmes en même temps. L'enquête doit donc être super minutieuse pour démasquer tous les complices. Le diagnostic, ça fonctionne un peu comme un entonnoir. On part du plus large, les signes évidents, ce que le propriétaire et le vétérinaire remarquent. Ensuite, on passe aux radios, qui donnent une première idée. Mais souvent, pour voir les détails les plus fins, il faut un scanner. Et enfin, l'étape ultime, c'est l'arthroscopie. On insère une petite caméra dans l'articulation pour voir les dégâts en direct et confirmer le diagnostic à 100%. Et là, attention, c'est un point hyper important que les spécialistes soulignent toujours. Ce n'est pas parce qu'un chien boite d'une seule patte que l'autre va bien. La dysplasie du coude est très souvent bilatérale, c'est-à-dire qu'elle touche les 2 côtés, même si les symptômes ne sont visibles que d'un seul. Un examen complet des 2 coudes est donc indispensable. Ok, le coupable est identifié. Maintenant, il faut établir un plan d'action. Et la stratégie va complètement dépendre du ou des suspects en cauve, et bien sûr de la gravité des dégâts. On a en gros 2 grandes stratégies possibles. D'un côté, ce qu'on appelle la gestion conservatrice, on cherche à gérer les symptômes avec des anti-inflammatoires, un contrôle du poids et une adaptation de l'exercice. De l'autre côté, on a l'intervention chirurgicale, où on va directement essayer de corriger le problème mécanique. Le choix entre les deux va vraiment dépendre de chaque cas. Côté chirurgie, ça peut aller de l'arthroscopie, une technique assez légère pour nettoyer l'articulation,
à des opérations bien plus complexes comme les ostéotomies, où on va carrément couper et réaligner les os. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut même envisager de remplacer toute l'articulation. Après l'enquête et le traitement, vient la question que tout le monde se pose. Comment sera la vie d'un chien atteint de dysplasie du coude? Le point le plus important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Même après une chirurgie parfaitement réussie, de l'arthrose va presque inévitablement s'installer avec le temps. La gestion de la maladie, c'est donc une course de fond, pas un sprint. Ça va demander une attention constante tout au long de la vie du chien. Bon, si on devait résumer toute cette enquête en quelques points clés, voilà ce qu'il faut retenir. La dysplasie du coude, c'est un ensemble de problèmes de développement, souvent liés entre eux. Le plus fréquent et de loin, c'est celui qui touche le processus coronoïde. Ça se déclare chez les jeunes chiens de grande race et sa gestion, c'est un engagement sur le long terme. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, peut-être la plus importante de toutes. On sait maintenant comment la diagnostiquer, comment la traiter, mais le véritable enjeu, celui qui concerne autant les éleveurs que les propriétaires, c'est comment faire pour l'empêcher d'apparaître. Ça, c'est le prochain grand mystère à élucider.